Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. On aime ce qu'on connaît. Pour aimer les sciences et vouloir y faire carrière, il faut en faire. Le programme de sciences de la nature au Cégep pourrait être revu afin de faire moins de place à certaines matières. On parle de 40% du cours de physique qui pourrait être supprimé, soit 90 heures de moins, et d'un tiers de cours de moins en mathématiques. Un changement que certains enseignants jugent dommageable. Ils pensent que cette décision vise surtout à augmenter le taux de réussite et à faciliter l'entrée à l'université des étudiants en sciences de la santé. Les cégeps forment le premier palier de l'enseignement supérieur. Ils ouvrent la porte de l'université et des sciences à de nombreux jeunes en attente de métier, mais aussi de savoir. À une époque où le monde se complexifie et où de nombreux emplois en génie, en informatique ou en astrophysique pourraient accueillir plus de filles, est-il logique de rendre certaines connaissances moins disponibles? C'est l'émission d'aujourd'hui. Pour parler du programme de sciences au Cégep et de la possible réforme à venir, nous en parlons aujourd'hui avec Rénal Richer, professeur de physique et responsable du Centre de démonstration scientifique au Cégep de Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Les 48 collèges publics québécois qui ont actuellement 50 ans depuis leur lancement en août 1967 avec 12 premiers cégeps, ces établissements ont connu bien des réformes, des changements. Que doit-on redouter de ce qui s'en vient? En fait, cette nouvelle consultation, il y avait une consultation pour le programme d'études préuniversitaires en sciences de la nature. Ça a été une consultation qui a été faite auprès des universités. Si j'ai bien compris le ministère, il y avait deux objectifs principaux, c'est-à-dire une implantation plus profonde de l'approche par compétences dans le programme des sciences et aussi une adéquation meilleure une meilleure adéquation en fait avec les programmes universitaires liés au programme de la science de la nature. Donc, ce qui s'en vient, en fait, ce qu'on doit redouter, je ne sais pas si on doit le redouter jusqu'à ce point-là, c'est cette espèce de théorie des compétences qui est appliquée au niveau du postsecondaire. On peut se demander quel niveau de pertinence ça doit avoir, étant donné que on semble, avec ce nouveau programme, vouloir couper jusqu'à à peu près 40% de la physique et 30% des mathématiques. Pour moi, il n'y a pas de justification pédagogique à ça. Présentez-nous peut-être l'actuel programme de physique et comment se répartissent les futures coupures. Nous allons avoir, par exemple, dans le cours de physique actuel, il y a 3 cours de physique. Il y a le cours de mécanique, il y a le cours d'électricité et il y a le cours de optique et physique moderne. Présentement, on retrouve à peu près 225 heures de physique. La mécanique, on va avoir les mouvements de base, l'électricité, le magnétisme en électricité et en optique, comme le cours l'indique, on va avoir optique et physique moderne. Physique moderne, on peut explorer la physique des particules, la physique nucléaire, un peu l'astrophysique, ça dépend. Ou un petit peu la mécanique quantique aussi ou la relativité. Et qu'est-ce qui va être coupé alors? Alors, ce qu'on coupe, c'est ce qu'on propose de couper ou de rendre facultatif, en fait, c'est à peu près 90 heures sur ces 225-là. Donc, on va enlever tout ce qui est conservation d'énergie en rotation, la cinématique, la dynamique de rotation. On ne touche plus à la rotation en mécanique. Les choses ne tournent plus soudain. Et en électricité et magnétisme, on coupe à peu près toute la partie magnétique. Tout ce qui va être induction magnétique, entre autres, par exemple, qui permet de produire de l'électricité aujourd'hui. L'induction magnétique est importante. En physique moderne, on va garder principalement la partie optique, un petit peu la partie optique, et on va couper à peu près tout ce qui est physique moderne, c'est-à-dire relativité, physique quantique, physique nucléaire, tout ce qui est autour de ça. C'est vraiment une version utilitaire à court terme qu'on développe à ce moment-là ici. Parce qu'au-delà des approches pédagogiques, il faut regarder le contenu, il faut regarder ce qui va être important pour les étudiants aussi. Dans votre lettre d'opinion publiée dans les journaux, vous disiez que ça serait sûrement ces coupures parce pour préparer les étudiants à aller plus en santé que d'aller en génie. Oui. C'était ça l'essence. Mais c'est une surspécialisation. Pour moi, c'est une surspécialisation. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en sciences santé. Beaucoup veulent devenir médecins aujourd'hui. Quand on rentre au cégep, il y en a beaucoup par choix
personnel ou par pression des parents ou pour toutes sortes d'autres raisons, qui veulent s'en aller en médecine. C'est évident. Au début, on en a beaucoup qui veulent devenir médecin, mais la médecine aujourd'hui, c'est un peu comme gagner à la loterie. Hein? C'est un peu comme la loterie, 1000 $ par semaine. Ici, on a 1000 $ par jour à vie. Donc, si on devient spécialiste, donc ça ressemble à peu près à ça. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent y aller. Mais en médecine, veut pas, il faut être bon dans tous les domaines. Et c'est ce que je crois. Puis aussi, entre l'intention du départ puis la finalité, il faut laisser les étudiants ou les étudiantes chercher, explorer des domaines. Ils sont au cégep, c'est la première fois qu'ils vont faire des sciences avec des gens qui sont des spécialistes de leur domaine. Quand vous rencontrez un spécialiste des mathématiques, par exemple, c'est très intéressant parce que il va vous transmettre ce que lui aime de ces mathématiques-là aussi, parce que c'est un spécialiste de ça. Donc, il y a des étudiants qui vont accrocher. Ils sont partis, ils ont dit, moi, je vais devenir ingénieur, et ils finissent mathématiciens, ou ils finissent en physio, ou d'autres qui veulent s'en aller en médecine, et ils se rendent compte que, bon, finalement, travailler avec les gens, ou le sang, ou les choses comme ça les intéresse moins. Donc, ils vont peut-être aller en radiologie, ou ils vont peut-être aller dans des métiers connexes autour, parce qu'il y a énormément de métiers connexes en médecine. Moi, je crois que peut-être que la diminution du nombre d'heures en sciences, en fait, en physique et en mathématiques, les physiques et les mathématiques sont souvent vues comme des matières plus difficiles, habituellement. Et il y a certaines, je ne vois pas les chiffres là-dessus tant que ça, mais il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des matières plus difficiles, donc on devrait les diminuer pour augmenter le taux de réussite. Parce que derrière tout ça, il y a toujours l'augmentation du taux de réussite. Il y a l'intention pédagogique des compétences, mais il y a l'intention pratique du taux de réussite, l'intention politique derrière ça aussi. C'est certain que si on diminue le niveau du cours, on ne rend pas service aux étudiants non plus. On pourrait, par exemple, leur dire, vous allez, comment je pourrais dire ça? Je vais vous donner un cursus plus facile, vous allez vous rendre à l'université, et rendu à l'université, ben là, vous allez subir des échecs. Mais vous ne serez plus au cégep. Alors, ce n'est plus mon problème. On a tendance à transférer les problèmes ailleurs. Je crois que cette révision de programme-là n'est pas une bonne nouvelle pour nos étudiants. Nos étudiants, on doit pas les spécialiser si tôt que ça, d'après moi. Oui, puis on doit leur laisser une chance. En même temps, on tient un double discours dans la société. On dit, vous ne ferez pas toujours le même métier toute votre vie, vous devez être flexible, vous devez vous adapter. Et en même temps, on surspécialise, par exemple, les étudiants en sciences santé à 17 ans, en leur disant c'est ça que vous allez faire toute votre vie. Donc, je crois qu'il faut ouvrir les portes. Le cégep est encore un endroit général. Il n'est pas secondaire, mais c'est encore un endroit général. Rappelez-nous ce que c'est que l'approche par compétences appliquée à votre niveau. C'est quelque chose qui est déjà mis en place? C'est quelque chose qui est déjà mis en place, mais on avait conservé quand même les compétences liées avec les cours et les disciplines. En fait, il y a deux approches qui s'opposent un petit peu. C'est l'approche disciplinaire et l'approche par compétences. Je suis pas un spécialiste des compétences. Néanmoins, on a vécu avec. Alors, on a un peu une idée de ce que ça peut représenter. Je vous dirais que, par exemple, dans une approche par compétence, nous allons développer une compétence, par exemple, qui serait, et là je dis ça un peu au hasard, mais qui serait évaluer la méthode expérimentale, par exemple. Utiliser la méthode expérimentale. Et utiliser la méthode expérimentale, comme c'est une espèce d'approche, une compétence transversale, en fait, on va pouvoir l'appliquer soit en bio, soit en chimie, soit en physique, ou dans une autre matière, en fait. Oui. Donc, c'est comme si on définissait une compétence qui serait désolidarisée, en fait, des disciplines. Des connaissances. Et ça pose un problème. Et des connaissances, mais aussi des disciplines. C'est pas juste une approche connaissance contre façon de faire, c'est aussi une approche qui brise les disciplines. Et ça, c'est important au niveau, par exemple, du postsecondaire dans lequel on est, parce que dans la réalité, les jeunes vont vouloir... le cégep est un niveau encore où les étudiants choisissent leur avenir. Ils n'ont pas encore décidé exactement ce qu'ils veulent faire. Certains le savent en débutant et changent d'idée en cours de route. C'est normal.
Par exemple, si vous faites des laboratoires en physique, ce n'est pas comme la même chose que faire un laboratoire en chimie ou faire un laboratoire en biologie. Vous appliquez la même notion de compétence, c'est-à-dire vous allez appliquer faire un laboratoire ou éprouver la méthode expérimentale, mais c'est trois choses très différentes. Par exemple, en physique, on va par exemple lâcher un petit chariot, on va mesurer sa vitesse, c'est très simple. En chimie, l'environnement est complètement différent. On a des hottes, on a des brûleurs, on a des systèmes de sécurité, on porte un sarrau, on a des lunettes. Donc, l'environnement est très, très différent. Le niveau de précision est différent aussi. Ça demande beaucoup plus de minutie, de mon point de vue, en tout cas, à ce niveau-là, pour faire de la chimie. Donc, les jeunes qui vont aimer plus la minutie, qui vont aimer cet environnement-là, vont avoir plus tendance à vouloir faire de la chimie. Et si vous êtes en biologie, ça va être différent aussi. Vous allez travailler avec du vivant. Si vous avez peur du sang, on se rend compte qu'on peut pas devenir médecin. Ou si on n'est pas capable de disséquer, ou si on n'est pas capable de... C'est pas du tout les mêmes niveaux de sécurité non plus. La contamination va être biologique. C'est le genre de choses qu'on n'aura pas en physique, par exemple. Donc, on peut voir qu'on peut développer la même compétence, mais dans des disciplines différentes. Mais l'aspect disciplinaire demeure très important pour le choix de carrière. C'est très différent de devenir biologiste que de devenir ingénieur civil, par exemple. C'est pas du tout le même travail. C'est pas une bonne nouvelle du côté des régions. Les petits cégeps, est-ce qu'ils auront des ressources ou le bassin d'élèves suffisant pour multiplier les programmes? Les petits cégeps ne pourront pas faire ça. Qu'est-ce qui va se produire dans un petit cégep à l'extérieur? On ne pourra pas supporter deux profils. Donc, on va être obligé de supporter un des deux profils. Et malheureusement, le fait qu'on laisse beaucoup de liberté, que les compétences laissent beaucoup de choses facultatives, ce qui risque d'arriver, c'est que ce soit géré en fonction des mises en disponibilité. Dans le sens que, par exemple, vous avez un professeur de chimie ou un professeur de physique ou quelque professeur que ce soit, qui risque d'être mis en disponibilité parce qu'il manque d'élèves dans sa matière, bien, on va faire un cours qui va remplir la chose et qui va permettre une mobilité du personnel. On a déjà cette mobilité du personnel-là au niveau secondaire. L'approche par programme a permis ça. Donc, les professeurs peuvent enseigner la bio. Comme il n'y a plus de discipline, les professeurs en sciences, vraiment, les professeurs peuvent bouger d'une discipline à l'autre. Ça permet une meilleure mobilité du personnel. C'est peut-être ça aussi qu'on recherche. Mais de mon point de vue, l'application de ça, c'est une secondarisation du cégep, ni plus ni moins. Oui. On secondarise le cégep, c'est sûr. Ce qui est important, je crois, c'est que tous les collèges puissent préparer adéquatement l'étudiant à choisir le métier qu'il veut à l'université, à être capable d'entrer à l'université avec les bons prérequis, avec les bonnes connaissances et avec les bonnes capacités. C'est ça qui est important. Pour un cours général, que quelqu'un me dise « je l'ai fait à Chicoutimi, je l'ai fait à Montréal, je l'ai fait ailleurs, en Gaspésie », il faut que son cours lui permette d'aller où il veut. S'il veut aller en génie électrique, s'il veut aller en médecine, son cours doit être capable de lui permettre ce choix-là. On a affaire à des jeunes qui sont en choix de carrière. Je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'on ait une certaine cohérence dans les programmes et qu'on dise la vérité à nos étudiants, qu'on les forme pour être prêts, puis pour choisir aussi. Oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Rénal Richer, professeur de physique et responsable du centre de démonstration scientifique au Cégep de Chicoutimi. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons maintenant Nicole Lefebvre, vice-présidente et responsable du regroupement Cégep à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, CSN, et enseignante de physique au Cégep de Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas encore officiel. Il s'agit d'une consultation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur la refonte du programme de sciences de la nature. Pourquoi le ministère tient à modifier le programme selon vous? Je peux vous dire que la dernière révision majeure date de 97. Mais au-delà de ça, il y a eu une grande réforme aussi au secondaire qui a touché beaucoup les parcours, les contenus en mathématiques et en sciences.
Mais par ailleurs, je vous dirais que le programme actuel a quand même suffisamment de souplesse pour permettre des ajustements. Donc, des mises à jour qui ont été faites dans les collèges pour tenir compte des nouveaux étudiants qui nous arrivent là avec des parcours en lien avec la réforme au secondaire. Je vous dirais, évidemment, il y a eu en sciences, les transformations technologiques qu'on connaît, mais je vous dirais que ça aussi, il y a eu des ajustements au fil des années là qui ont fait en sorte que il y a eu des mises à jour, mais voilà, au-delà de ça, puis je vous dirais que même les universités, selon des analyses récentes, des enquêtes récentes, le taux de satisfaction du programme actuel est assez élevé. Évidemment, il y a quelques éléments là qui posent problème, mais de là à aller jusqu'à réformer en profondeur et tout refaire comme le propose le ministère, le pas est grand. Oui, parce qu'il s'agirait de changements importants. On parle de 40% de moins de cours de physique, de 30% de moins des cours de mathématiques. Oui, mais en fait, ces heures-là deviendraient facultatives. Donc, c'est aussi parce que c'est dans l'organisation des choses aussi qu'il y a des modifications là. Vous savez, avec l'approche par compétence, il y a, c'est basé sur une compétence finale. Puis là, sur la question des contenus qui mènent à cette compétence-là, là il y a des devis, il y a des prescriptions, mais il y a maintenant une grande partie qui devient facultative. Oui, et ça nous inquiète. Ça nous inquiète énormément. Oui, et justement, quels sont les éléments que vous jugez problématiques? Cette approche par compétence? C'est pas tant l'approche par compétence comme le fait qu'elles sont rattachées à des contenus qui deviennent facultatifs. Alors que quand on regarde l'admission dans les universités, les conditions d'admission sont pas sur des compétences, sont sur des contenus. Quand les universités interpellent ou qu'il y a des enquêtes, ce sur quoi ils se positionnent, c'est sur les choses, les contenus, les connaissances qu'ont les étudiants. Donc, pour l'instant, c'est actuellement le programme, c'est une compétence en cours. Et dans ce cours-là, il y a des contenus qui sont très précis. Et donc, quand les universités regardent le programme ou regardent le parcours de l'étudiant, le cursus que les étudiants ont suivi, évidemment, il peut tout à fait savoir quels sont les contenus, quelles sont les connaissances acquises par l'étudiant au-delà des compétences. Donc là, ici, il y a comme une différence entre les universités. Puis les universités, ils sont pas passés en compétences. Les universités, c'est encore basé sur l'acquisition de connaissances. Donc pour nous l'inquiétude, c'est qu'effectivement le DEC, les universités ne sachant plus trop, parce que là, à cause du 40% facultatif, les collèges vont avoir des programmes en sciences de la nature qui sont plus homogènes ou qui perdent beaucoup d'homogénéité, alors qu'au contraire, les universités, lors d'une enquête récente, étaient satisfaits du programme et demandaient plus. Donc, dans une des critiques, c'était que c'était trop hétérogène, qu'ils demandaient plus d'homogénéité de façon à savoir, peu importe le collège de provenance, là, c'est ça que les étudiants savent. Pour nous, c'est essentiel que les étudiants de pas spécialiser, de pas avoir des cursus spécialisés trop tôt, parce que il y a beaucoup, pour nous, le DEC en sciences de la nature doit mener à une admission dans tous les programmes, tant en sciences de la santé, en sciences pures qu'en sciences appliquées ou en génie. Oui. Donc, il faut avoir une formation fondamentale de base bien acquise. Oui, de connaissances. Je pense que pour les universités, pour Polytechnique ou les facultés de génie, c'est de savoir, oui, mais apprendre à résoudre des problèmes simples. Est-ce qu'ils l'ont fait en mécanique, en électricité ou en optique ou en physique moderne ou en... Donc là, et c'est là qu'on voit le problème. Est-ce qu'on risque peut-être d'écarter, quand on est dans l'approche de compétences, l'initiation à certaines théories comme la théorie de la relativité ou grandes théories qui peut-être exigent moins de compétences mais plus de connaissances?
Mais en fait, je vous dirais que ça passe complètement actuellement avec le nouveau programme, le projet. Toute la physique moderne passe du côté des contenus facultatifs dans un potentiel 3e bloc de compétences. Donc, donc certains collèges pourraient choisir de faire 0 heure en physique moderne, qui inclut la relativité, qui inclut toute la question du nucléaire, qui inclut des éléments là de la physique moderne. Oui, c'est pas la meilleure manière de préparer les étudiants en génie au monde dans lequel on vit. On pense pas, non. Surtout que, puis particulièrement les mathématiques, là, vous l'avez dit vous-même, là, ça va. L'impact à court terme, c'est la réduction du nombre d'heures en mathématiques puis le nombre d'heures en physique. Alors qu'on sait que les mathématiques là sont utilisées, toutes les compétences en mathématiques là sont utilisées partout en sciences de la nature. On peut pas imaginer un programme en sciences de la nature qui aurait moins d'heures de mathématiques qu'un programme en sciences humaines. Donc, il y a un aspect ici un peu troublant. Puis la même chose pour la physique, là. Quand on regarde même la biologie moderne et la chimie, là, quand on regarde tous les éléments les nouvelles connaissances, l'émergence des toutes les nouvelles biotechnologies, etc., c'est aussi soutenu par une connaissance, par la compréhension des concepts physiques qui sont expliqués au cégep. Donc, pour nous, c'est toujours la même chose, c'est la formation fondamentale. Oui. Mais dans la mesure où on va former des biologistes, on va former des chimistes, ou on va former des gens en sciences de la santé à l'université, au cégep, on doit maintenir des connaissances de base fondamentales qui vont leur permettre de comprendre puis d'appréhender tous les programmes, tant en sciences de la santé qu'en sciences pures ou en appliquées au génie. Oui. On était en compagnie de Nicole Lefebvre, vice-présidente et responsable du regroupement cégep, donc à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui est responsable de ce dossier et elle est aussi enseignante de physique au cégep de Maisonneuve. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Pour notre chronique aujourd'hui, on reçoit José Nadia Drouin, directrice de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, tu vas nous parler du récent livre de Bernard Lavallée, mais aussi peut-être d'un petit guide sur les écrans pour les jeunes et aussi des nominés du prix Hubert Reeves. Oui, en fait, c'est ça. Tu m'avais demandé des suggestions de livres là à la veille de la saison estivale, fait que j'ai donné. Oui, j'ai fait mon effort. Puis justement, le prix Hubert Reeves, c'est un prix qui est remis chaque année par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec pour souligner là, l'excellence des ouvrages en vulgarisation scientifique. On n'aura pas le temps de s'étendre sur la liste, mais on va mettre un lien à la toute fin là sur la page de l'émission. OK? Alors tout d'abord, comme tu le précisais, le livre de Bernard Lavallée, alias le nutritionniste urbain. Son titre, c'est « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, super aliments, détox, calories et autres pièges alimentaires ». Il vient tout juste là, de paraître aux éditions La Presse. Ce livre-là, il est en fait une lecture complémentaire, là, puis je dirais même une suite logique au livre du pharmacien que je vous ai présenté plus tôt cette année. Mais dans un tout autre registre, parce que le pharmacien, il nous introduisait avec son style bien à lui là, aux arguments bidons utilisés par les bullshitters. Je le dis entre guillemets. Évidemment, c'est ceux qui racontent à peu près n'importe quoi sur la santé, selon Olivier Bernard. Bernard Lavallée, lui, reprend ces mêmes arguments et d'autres, plus spécifiques au domaine de la nutrition, en les contextualisant davantage, en s'impliquant aussi professionnellement et même personnellement. Fait que c'est vraiment intéressant. Par exemple, en introduction de son livre, il relate son parcours de scientifique communicateur. Puis, il nous sert une réflexion poussée et vraiment très intéressante sur sa spécialisation. Ici, là, on est vraiment loin de ce qu'on est habitué d'entendre là, en matière de nutrition dans les médias ou ailleurs. Avec lui, on prend conscience de notre perception boiteuse de la nutrition. Son plaidoyer, en fait, tout au long du livre, c'est de dire et de nous faire comprendre que la nutrition, c'est beaucoup plus que les nutriments qui sont contenus dans les aliments qu'on ingère. Mais pourtant, tout le marketing alimentaire actuel est construit autour de ça. Parce qu'on se promène dans les allées, à l'épicerie, puis on voit plein d'étiquettes, genre sans cholestérol, faible en gras, sans gluten, un apport riche en vitamine C, puis on peut en nommer plein d'autres. Les thèmes qu'il aborde dans son livre sont aussi nombreux parce qu'il souhaite déboulonner quelques mythes sur la nutrition et surtout pour nous outiller pour qu'on se fasse
plus critique aussi face aux messages qui sont véhiculés dans le domaine. Il revient sur les arguments classiques des charlatans, par exemple, ou plutôt sur la façon de repérer ces arguments-là. Il dresse une liste des caractéristiques aussi des pseudo-experts, ces gens qui peuvent avoir l'air crédibles mais qui n'hésitent pas à nous flouer. Il discute aussi de l'implication de l'industrie agroalimentaire dans le domaine de la recherche scientifique. C'est vraiment très intéressant. Il nous donne aussi des trucs là, pour s'y retrouver dans la cacophonie nutritionnelle. Il fait surtout référence là, aux nouvelles qui parviennent jusqu'à nous avec toutes leurs contradictions. Souvent, on entend « le vin rouge est dangereux pour la santé et bon pour le cœur ». Il nous explique pourquoi ces messages-là arrivent jusqu'à nous. Son livre, en fait, en plus d'être un bel ouvrage, bien illustré, est vraiment habilement construit parce que sa structure sert très bien le lecteur avec, en fin de chacune des sections, une page en bref où l'essentiel des notions qui devraient être retenues par le lecteur afin de se prémunir là, contre les exagérations et mauvaises interprétations en nutrition sont synthétisées et illustrées avec plus de clarté à la toute fin. Je dirais même que c'est un livre qui est audacieux parce qu'il est à contre-courant, comme je le disais tout à l'heure, de ce qu'on voit habituellement en nutrition. Et aussi parce que l'auteur s'attaque à des gros mythes alimentaires. Les super-aliments, ça n'existe pas. La détox, on n'en a pas besoin. Puis la mode sans gluten, il faudrait peut-être s'en passer. Tout à l'heure, tu mentionnais d'autres livres. J'ai lu un livre aussi sur... en fait, je voulais juste vous les mentionner. Là, il y a 2 titres. Les écrans et toi, un guide pratique sympathique pour devenir un utilisateur cyberfuté. C'est destiné aux jeunes enfants sur leur utilisation des écrans. Un autre qui vient tout juste de paraître aussi, Jeunes connectés, parents informés. C'est paru tous les 2 aux éditions Midi 30. C'est tout récent. J'ai lu le premier, le guide pour les enfants. On y aborde plusieurs questions relatives à l'utilisation des nouvelles technologies, comme l'estime de soi, le droit à l'image, à la vie privée, leur impact sur leur concentration, sur le sommeil, etc. C'est toujours fait sur un ton amusant, c'est jamais moralisateur. C'est un petit livre d'un peu plus d'une centaine de pages qui est abondamment illustré à mettre entre toutes les petites mains. Et ça veut dire que je peux le mettre dans les mains de ma fille. Bien sûr. C'est ça, donc donne-le-moi. Oui. Merci ça, beaucoup. Donc ça, c'était des lectures d'été et donc on a compris que le livre de Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, là, c'est pas un livre de nutrition, c'est plus un livre critique sur la nutrition. Et donc, pour remplir notre assiette ou notre panier d'épicerie de manière intelligente sans se faire avoir finalement par tous les beaux messages. Hein, c'est ça. Donc, on va le lire aussi donc cet été. Puis l'an prochain, peut-être que tu vas pouvoir nous ramener son prochain livre, là, son 3e. On verra sur quoi il porte. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de José Nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM, en podcast aussi sur le site de l'agence Science Presse, sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.